dernier pour la route, c'est du bon vin que nous allons boire durant 52 belles minutes sur le plateau de 7 minutes pour convaincre. Cette autre édition est la dernière d'ailleurs de l'année 2022 avant d'ouvrir grandes les portes à 2023 qui s'est déjà tellement annoncé et est déjà sur le seuil de la porte. Mesdames, Messieurs, vous voudriez bien savoir de qui est-ce qu'il s'agit aujourd'hui et encore ce soir dans le cadre de votre édition hebdomadaire 7 minutes pour convaincre. Eh bien, nous recevons ce soir un visage majeur et même mature du landerneau politique camerounais. À chacune de ces sorties, ça fait mouche. Et ça fait vraiment jazzy. Je vais vous présenter ce soir Madame Eddy Kawala, présidente du CPP. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir et bonne fête à toutes les Camerounaises et tous les Camerounais qui nous regardent et à l'Afrique tout entière parce que je crois que vous touchez des personnes en dehors du Cameroun. Très heureuse d'être ici pour clôturer 2022 avec vous et pour regarder les perspectives de 2023. Justement, je vais faire une note d'entrée en disant tout simplement que nous avons sur ce plateau aujourd'hui en exclusivité, puisque bien de personnes se sont souvent posé la question de savoir est-ce que nous pouvons voir les cheveux de Madame Eddy Kawala. C'est une communication d'émotion et nous voyons sur la tête une coiffure en afritude. Merci, je suis très heureuse que cette coiffure de nos cheveux naturels, il faut savoir que les Noirs, nous sommes la seule race sur la Terre à avoir des cheveux crépus. Les autres races ont généralement des cheveux lisses et donc les cheveux crépus, c'est quelque chose qui nous distingue, qui fait partie de notre identité. Et je suis très heureuse. Moi, j'ai commencé à garder les miens au naturel il y a 22 ans. Le 1er janvier 2000, j'ai commencé. Et je suis très heureuse de constater que beaucoup d'Africains, beaucoup d'Africaines aujourd'hui sont fiers de leurs cheveux naturels et portent leurs cheveux naturels. D'accord, vous avez bien compris. L'africanité ou encore la préservation de tout ce qui est naturel pour l'Africain participe de notre enracinement culturel. C'est ainsi que nous allons commencer avec cette autre édition de 7 minutes pour convaincre sur Afrique Informe, la dernière d'ailleurs. Et Eddy Kawala nous fait l'honneur d'être notre invité pour parler autour de la vie chère, la thématique ou encore le thème de cette autre édition, la vie chère au Cameroun, l'année 2023. Celle de toutes les incertitudes. Et nous en parlerons tout au long de cette émission, puisque c'est d'ailleurs le fil d'Ariane de cette émission, je vais le dire de manière emphatique. Alors, Eddy Kawala, nous allons ancrer de plein fouet dans notre émission, mais alors avec la première dorsale qui concerne les 7 questions magiques. Oui, ici, il s'agit pour l'invité de répondre à toutes les questions que nous allons poser par oui ou par non, sans commentaire. Et l'invité ici a droit à un seul joker, la question qui ne lui plairait certainement pas. Alors si vous êtes prêts, nous allons lancer très rapidement. Je vais essayer, c'est pas... Ce sera prenable, abordable et même agréable. Ok, allons-y. Ok, super. Eddy Kawala ne peut pas s'engager dans une lutte pour l'amélioration de la vie des Camerounais si celle-ci est à même de coûter sa vie. Ne peut pas. Donc la réponse c'est non. Je peux m'engager si j'ai la certitude. Oui. Kawala est prête à fusionner le CPP avec un parti, par exemple, comme le MRC pour le changement du Cameroun. Oui ou non? Prêt à fusionner avec un parti qui concorde avec nos objectifs. Oui ou non? Non, parce que la question, vous avez 2 éléments dans la question. Oui ou non? Donc, prêt à fusionner ou non? avec un parti qui concorde avec la nôtre. Oui ou non? Le commentaire se trouve à l'intérieur de la question. Oui ou non? Donc, je reste avec le commentaire. Oui ou non? Je reprends la question. Kawala est prête à fusionner le CPP avec un parti, par exemple, qui concorde avec ses objectifs, oui. C'est moi qui pose la question. On reprend. Kawala est prête à fusionner avec le CPP avec un parti comme le MRC pour le changement du Cameroun. Oui ou non? Un parti qui concorde avec nos objectifs. Oui ou non? J'ai répondu. Vous n'avez pas répondu, c'est oui ou non? J'ai répondu. Oui ou non? Ah, vous devez savoir que j'ai répondu. Vous n'avez pas répondu.
Le principe, il est simple. Vous répondez aux questions posées par oui ou par non. Je réponds, mais vous ne pouvez pas poser deux questions en une et puis vous me demandez un oui ou un non. Non, c'est une seule question dont vous trouvez à l'intérieur des volets. Non, ce n'est pas une seule question. Est-ce que le CPP est prêt à fusionner avec un autre parti pour le bien-être du Camerounais? Oui. Maintenant, quand vous donnez le nom d'un autre parti, ça devient une autre question. Ce n'est pas une autre question, c'est une seule question. Absolument. Et vous y trouvez deux questions. On va poursuivre. Alors, l'homosexualité est une pratique à punir sévèrement au Cameroun. Répétez la question. L'homosexualité est une pratique à punir sévèrement au Cameroun. C'est hors la loi actuellement. Oui ou non? Donc, c'est hors la loi actuellement. Oui ou non? C'est hors la loi. C'est hors la loi actuellement. Maintenant, enfin, pas de commentaires. Ce que vous voulez poser, c'est une autre question. On aura le temps de revenir. On aura le temps de revenir. Voilà. On poursuit. Eddie Kawala était un cœur à prendre. Oh là là. Une question difficile. Hein? Vos questions sont difficiles parce que c'est tellement ouvert, cœur à prendre à tout le monde. Oui non. Ou non. Non. D'accord. Vous partagez l'avis, comme beaucoup de gens, que la crise anglophone est une fabrication du gouvernement de Yaoundé. Oui ou non? Une fabrication, le gouvernement de Yaoundé est responsable de cette crise, oui, responsable de cette crise. Ce n'est pas une fabrication, mais elle est responsable, le gouvernement est responsable. Oui ou non? Le gouvernement est responsable. Ok. Oui. Ok. On va poursuivre maintenant. La cinquième question. Vous partagez l'avis, comme beaucoup de gens, que la crise anglophone est une fabrication du gouvernement de Yaoundé. Oui ou non? La crise anglophone est de la responsabilité du gouvernement de Yaoundé, oui. 6. La lutte pour le changement des partis politiques ne sert à rien si le peuple ne peut pas se mobiliser. Le changement du Cameroun? Bien évidemment. Ah, le changement du Cameroun, absolument. Un pays ne change pas par les partis politiques. C'est le peuple qui décide de changer. Non? Oui. On va terminer maintenant avec cette septième question. Paul Biya a encore et toujours les aptitudes physiques et intellectuelles pour diriger le Cameroun. Oui ou non? Non, ça date pas d'aujourd'hui. C'est pas parce qu'il est vieux. Oui ou non? Il n'a pas eu les aptitudes depuis très longtemps. D'accord. Donc non, il ne les a pas. Ok. Mesdames, Messieurs, voilà, nous venons de terminer avec les 7 questions magiques premières dorsales de notre émission 7 minutes pour convaincre, avec comme invité, vous le voyez déjà, Eddie Kawala, présidente du CPP. Et maintenant, nous entrons de plein fouet dans notre édition avec cette première question. Kawala a été très peu présente dans la vie politique au Cameroun ces dernières années. Que s'est-il passé? Avez-vous pris une retraite sans annoncer? Je crois que la phrase exacte, c'est que Kawala a été peu présente sur les médias. La vie politique, ce n'est pas les médias. Oui. Je crois que ces dernières années, nous avons fait un choix de nous focaliser sur les questions essentielles des droits. Donc, nous avons fait un très grand travail depuis 2017 pour les droits des personnes qui sont arrêtées de manière illégale et arbitraire au Cameroun. Oui. On a vu cette situation s'accentuer avec la crise anglophone. C'est une situation qui dure depuis comment on peut dire, depuis l'indépendance. Ça a commencé avec la colonisation et ça n'a pas changé après les indépendances au Cameroun. Mais avec la crise anglophone, dans notre temps, à nous, on a vu les arrestations arbitraires accroître de manière très très grave. D'accord. Donc on a commencé un travail sur cela. On a commencé un travail sur les droits politiques des Camerounais. D'accord, nous y reviendrons un peu plus amplement sur la question. Oui. Permettez-nous de progresser avec les questions. Maintenant, il y a un phénomène dans la ville de Douala qui sème véritablement de la psychose.
c'est un phénomène de microbes, des petits bandits qui se pavanent un peu partout dans la rue en journée, puis maisons, boutiques, magasins et tout passant. Et ils font parfois des victimes, des blessés, des poignards et ainsi de suite. Alors, nous aimerions savoir, est-ce que vous avez déjà été victime de cela? Non, heureusement, pour moi, non. Mais beaucoup de Camerounais en ont été victimes. Et je voudrais dire plusieurs choses à ce sujet. Oui. La première chose, je déteste le terme microbe. Oui. Parce qu'un microbe, c'est quelque chose d'étranger. Quelque chose qui imperceptible. Qui est hors de votre corps, oui, et qui entre dans votre corps pour vous attaquer. Oui. Or, ces enfants, ce sont les enfants de qui? Ce n'est pas des enfants étrangers. Okay. C'est la raison pour laquelle j'aimerais donc vous poser la question de savoir. Ce sont nos enfants. Oui. Donc, en tant que nos enfants, la question que la société camerounaise doit se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que des enfants en arrivent là? Alors, qu'est-ce qui est donc à l'origine voilà, de ce c'est la phénomène? question à se poser. C'est des jeunes délinquants, c'est nos enfants. Donc, on doit se poser la question, comment on en arrive là? Première raison, nous avons au Cameroun en général, en Afrique en général, environ 30% de nos jeunes entre les âges de 15 ans et de 35 ans qui sont ni en emploi, ni en formation, ni en éducation. Oui. Donc nous avons 30% de nos jeunes qui n'ont aucune voie pour leur avenir, oui, aucune issue pour leur avenir. C'est dans ce groupe-là que se recrutent les jeunes qui sont dans la délinquance urbaine, les jeunes qui sont recrutés par Boko Haram, les jeunes qui sont recrutés par les groupes armés séparatistes. C'est les mêmes jeunes. C'est ce groupe-là de jeunes que nous, en tant que société, nous n'avons pas su mettre sur une voie qui leur permette de se projeter dans l'avenir. Premier problème. Deuxième problème, c'est la consommation de la drogue au Cameroun. Les trois groupes que je viens de citer, que ce soit les jeunes délinquants urbains, que ce soit les jeunes qui sont recrutés par Boko Haram, que ce soit les jeunes séparatistes, la consommation de la drogue dans ces groupes est très, très élevée. Et on doit se poser la question, qui contrôle le trafic de la drogue au Cameroun? Comment ça se fait, en parlant de ces jeunes délinquants à Douala, Yaoundé et Bafoussam, comment ça se fait que quand ils sont arrêtés, quand le trafic de la drogue, dans, disons par exemple la ville de Douala, quand les dealers sont arrêtés, comment ça se fait qu'ils ne restent pas en prison, ils sortent immédiatement, et que quand vous parlez avec les habitants, parce que tout le monde sait, là où il y a le trafic, les quartiers dans le trafic où la drogue se trafique sont connus. Quand vous allez dans ces quartiers-là et vous parlez avec les habitants de ces quartiers, ils savent les endroits spécifiques. Et la police sait. Donc comment ça se fait qu'on n'a pas une réelle lutte pour éliminer le trafic de la drogue, et on n'a pas de services sociaux pour les personnes qui sont tombées en addiction, qui ont des difficultés. Pour ces jeunes-là, quelle est leur issue? Quelle est leur sortie? On n'a pas de services sociaux. Et finalement, le cinquième élément, parce qu'il y a le problème de l'emploi, la formation, l'éducation, il y a le problème de la drogue, il y a le problème des services sociaux qui sont défaillants, il y a le problème des services de police qui sont défaillants, et il y a le problème d'un État qui a instauré la violence comme une culture. Nous avons un État au Cameroun où si
on soupçonne Oui. que vous êtes en violation de la loi, on pense qu'on peut vous arrêter, on peut vous taper, on peut vous violenter. Alors, on apprend aux jeunes que la violence, c'est une norme. Elle est légitime. Et elle est légitime. Et eux, qui sont les délaissés de la société, oui, qui ne trouvent pas leur place dans cette société, estiment qu'ils peuvent utiliser la violence contre la société qui, en leur esprit à eux, n'a pas trouvé d'issue pour eux. Donc, il faut qu'on regarde ce problème en profondeur. Justement. Ce n'est pas en fermant les bars et en interdisant les motos à des heures de la journée que ce phénomène va disparaître. Alors, il faut absolument oui, qu'on aille vers les questions profondes si on veut récupérer nos enfants, parce oui, qu'il s'agit de nos enfants, si on veut récupérer nos enfants et si on veut arrêter ce phénomène dans notre société. Alors, à entendre votre argumentaire, étant en droit de dire que le ministère de l'Intérieur a donc failli sur le plan sécuritaire pour essayer un peu de calmer ces foyers de vente de drogue, ces foyers d'insécurité dans différentes villes et précisément dans la ville de Douala. Absolument. Absolument. Et puis, il ne faut pas faire de Douala, parce que là aussi, quand il y a un incident oui, qui est dans les médias, on se focalise sur une seule ville. On sait que ce phénomène se produit à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, oui, et même dans d'autres villes secondaires. Donc, prenons le phénomène à son ampleur et trouvons des solutions qui sont à l'ampleur du problème. Justement, on peut se focaliser dans la ville de Douala parce qu'il est reconnu pour être le cœur battant du Cameroun, le pôle économique, la raison pour laquelle vous voyez Douala peut être cité à tout va. Écoutez, le problème, il est au niveau national. Il faut trouver une solution au niveau national. Ah bon? Absolument. Alors, il faut aussi ajouter que dans cette question de microbes, selon certaines investigations, ce n'est pas des Camerounais qui le font, il s'agit des expatriés, des Centrafricains et des Tchadiens qui pratiquent la conduite de la moto, la conduite du bensikin. Ils enrôlent quelquefois quelques Camerounais. Non, il faut arrêter avec c'est les étrangers qui viennent enrôler nos enfants. On a un problème. On a un problème. Il ne faut pas commencer à blâmer les étrangers, etc. On a un problème. On a un problème. Ce phénomène ne peut pas se faire sans nos enfants. Si quand bien il y aura des étrangers qui sont là-dedans, c'est des étrangers qui vivent au Cameroun. C'est des étrangers qui font partie de nos communautés. Donc, le problème n'est pas étranger, le problème est dans nos communautés. Est-ce que c'est les Centrafricains qui sont en train de faire ça aussi à Bafoussam? Non, il faut arrêter avec ça. On a un problème qui est des jeunes qui tombent dans la délinquance. Oui. Ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. C'est un problème qui est là depuis des années. On commence à voir la manifestation grandeur nature aujourd'hui parce qu'il devient de plus en plus important dans la société. Mais c'est un problème que nous avons en tant que société camerounaise. Il faut qu'on aille vers les solutions, oui, de donner des options à, oui, nos jeunes, que les jeunes puissent être en formation, à l'école, ou bien sur une voie pour avoir de l'emploi. Voilà les solutions. Pour ces solutions, pour endiguer le phénomène, pensez-vous que le gouvernement de la République du Cameroun est à même de fournir ou alors de donner du job à cette immense majorité des jeunes qui se donnent à la délinquance juvénile? Le rôle du gouvernement n'est pas de devenir l'employeur. Oui. Non, le rôle du gouvernement est de créer un environnement pour les affaires, oui, qui permet réellement aux entreprises d'évoluer et qui permet aux entreprises de créer l'emploi. L'emploi ne se crée pas, contrairement à ce qu'on pense. Ce n'est pas l'État qui doit employer tout le monde au Cameroun. Oui. C'est l'emploi. Quand vous regardez les économies qui sont florissantes, oui, c'est le secteur privé qui crée l'emploi. Le rôle du gouvernement, c'est de créer un environnement propice où, oui, le secteur privé peut évoluer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut l'électricité. Au Cameroun,
Aujourd'hui, un Camerounais sur 2 n'a pas accès à l'électricité. Ça veut dire il faut la route. Aujourd'hui, le Cameroun n'a pas les routes pour évacuer, si vous voulez, travailler dans l'agriculture, qui est un de nos secteurs avec le plus de potentiel. Vous n'avez pas la route pour évacuer le produit agricole de là où il est cultivé vers le marché. Il faut Internet. Oui. C'est tous les jours qu'on n'a pas la possibilité, on veut se connecter pour faire ses affaires et qu'on a des difficultés à se connecter. Il faut l'école. Là où le rôle de l'État, c'est de s'assurer que chaque enfant camerounais est scolarisé, a accès à l'école. Hein? Aujourd'hui, dans les villes que vous citez, la Douala, Yaoundé, etc., envoyer un enfant à une école décente pour les parents, ça coûte 100 000, ça coûte 200 000, parfois même 300 000, pour que les enfants aillent à des écoles pas extraordinaires, hein, mais des écoles où l'enfant, le parent est sûr de la propriété, de la qualité de l'enseignant, un minimum à l'école. Ce n'est pas acceptable. Combien de Camerounais peuvent payer ces prix-là? D'accord. Après cela, ça nous permet d'embrayer directement avec cette autre question qui s'inscrit dans le cadre de la vie chère au Cameroun. Edi Kawala, l'année 2022, pardon, a été considérablement marquée par l'inflation des prix des denrées alimentaires et des produits de grande consommation au Cameroun. Nous allons notamment citer les produits de construction, denrées alimentaires. Et à chaque fois, on nous a toujours parlé de la crise ukraino-russe et également de la Covid. Alors, j'aimerais vous poser la question de savoir, est-ce que vous avez ressenti cette vie chère à votre niveau au Cameroun? Absolument. L'inflation est une réalité. C'est-à-dire même l'État parle d'une inflation de 4,5%. Oui. En moyenne sur tous les produits. Sur les denrées alimentaires dont vous parlez, surtout ces 3 derniers mois de l'année, l'inflation a été autour de 10% en moyenne pour les produits alimentaires produits au Cameroun, et de 14% pour les produits alimentaires qui viennent de l'extérieur. Donc, l'inflation est réelle. C'est pas un débat, c'est pas dans l'imagination des Camerounais, c'est réel. Alors, pensez-vous qu'on devrait toujours jeter la responsabilité à la crise ukraino-russe et la Covid-19 qui a surgi en 2019? Non, on ne devrait pas. Il y a une partie de l'inflation qui est due à ces événements extérieurs. Ça, notamment par rapport à l'interdépendance. Ça, c'est clair. Dans le monde entier, oui, ce phénomène est réel. Mais on doit se poser la question, je viens de parler des denrées alimentaires, oui, par exemple. Et nous disons, il y a 10% pour les produits du camerounais, oui, oui, et 14% des produits importés. Des produits importés, donc une différence énorme. Oui. Et la question c'est, pourquoi la production locale n'est pas plus importante? Si la production locale était plus importante, l'inflation baisserait et pour les produits importés, oui, et pour les produits locaux. Justement. Parce que ce qui est en train de faire monter les produits, les prix des produits produits localement, c'est que comme le produit importé est devenu cher, les gens se rabattent sur les produits locaux. Mais là aussi, la demande est supérieure à l'offre, donc l'inflation. Donc, la question c'est, et la réponse automatique, parce que Covid-19 c'est 2020, oui, nous sommes à la fin de 2022, oui, donc la question c'est qu'a fait le gouvernement camerounais depuis 2 ans, par exemple, oui, pour augmenter la production locale. Et là, on constate pas grand-chose. Pas grand-chose n'est fait, puisqu'il s'agit encore une fois des problèmes structurels. Il s'agit de la route, par exemple, qui est essentielle pour la production
agricole. Il s'agit des intrants, de baisser les prix des intrants pour les producteurs agricoles. Le matériel également. Il s'agit du matériel et de la mécanisation de notre agriculture pour augmenter le rendement et enfin aussi l'industrialisation au niveau de la production. Et il s'agit de, au moins la transformation, industrialisation, c'est déjà un très grand mot, mais au moins la transformation locale, c'est-à-dire que le manioc en farine de manioc pour remplacer le blé et d'autres produits importés. Il s'agit de pouvoir utiliser le manioc, le mil, la patate douce pour faire des spaghettis, pour faire des pâtes qu'on peut consommer localement. Donc il s'agit de cette transformation locale. Alors dès que vous dites transformation locale, où est l'électricité pour faire tourner l'usine? Donc si on n'a pas d'électricité, on ne peut pas faire tourner des machines. Vous avez aujourd'hui, j'étais en discussion il y a quelques jours avec des personnes qui sont dans le secteur du bois. Oui. Et qu'est-ce qu'on constate dans le secteur du bois? Ceux qui ont investi dans les machines pour transformer le bois localement vous parlent du problème d'énergie. Parce que quand il lance un séchoir qui est supposé tourner 24 heures sur 24 pendant 3-4 jours, l'électricité s'arrête. Lui, il est obligé, il ne peut pas continuer là où il s'est arrêté. Il est obligé de reprendre entièrement le processus, ce qui fait qu'à la fin, le bois qu'il va sécher va être tellement cher que le consommateur local ne peut pas l'acheter. Oui. Donc le problème d'énergie qui demeure, si vous regardez les statistiques du Cameroun, l'accès à l'électricité n'a pas vraiment à peine amélioré sur les 20 dernières années. C'est pour ça que je vous dis que le problème de M. Biya, ce n'est pas le problème d'aujourd'hui. Oui. Parce que les gens veulent... il est vieux, c'est vrai, tout le monde vieillit, mais le problème de l'aptitude à gérer le Cameroun date de bien avant aujourd'hui. Oui, d'accord. Avec cette vie chère, beaucoup plus sur le plan alimentaire, Madame Edi Kawala, pensez-vous qu'en 2023, le Camerounais qui touche 36 000 francs pourrait s'en sortir? Je crois que le Camerounais qui touche 36 000 francs s'en sort difficilement déjà aujourd'hui. En 2023, ça va être encore plus difficile. Qu'est-ce qui se passe? Là, je fais la transition. Je ne sais pas si je réponds en avance à la question. Allons-y. Mais notre gouvernement vient de voter une loi qui augmente un ensemble de taxes pour les Camerounais moyens. Oui, nous y arriverons. Voilà. Donc, ce qui est important, ces taxes-là, donc, prenons ceux qui touchent tous les Camerounais. Parce que la loi, il y a des taxes qui touchent des secteurs et des secteurs spécifiques. Nous avons parlé par exemple de l'augmentation du prix du sac du riz. Oui, mais je voudrais même aller le prix du timbre. Oui. Donc le timbre passe de 1000 francs à 1500. Donc ça c'est une augmentation pour tous les services administratifs que les Camerounais auront besoin. Donc l'acte de naissance, l'acte de décès, le certificat de mariage, la carte nationale d'identité, etc. Avoir les diplômes, avoir tous ces services vont augmenter pour l'ensemble des Camerounais. Parlons de la vignette. Ils disent que c'est pour renflouer les caisses de l'État. Oui, alors pour amortir les caisses de l'État. J'en arrive aux caisses de l'État. Oui. Donc, la vignette a augmenté du simple au double. Vignette automobile, bien pour la vignette automobile. De 25 000 francs, 50 000 francs. Voilà. Donc, pour beaucoup de personnes, ils vont se dire, ah,
moi, ça ne me concerne pas, je n'ai pas de véhicule. Hein. La majorité des Camerounais n'ont pas un véhicule. Sauf que ça a augmenté aussi bien pour les voitures personnelles que pour les véhicules de transport. Alors, on peut dire que ça va avoir un impact considérable sur tout le monde? Sur tout le monde. Sur tout le monde. Parce que tout transporteur qui voit sa vignette augmenter, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Aussi le prix du transport. Il va augmenter le prix du transport. Que ce soit le transport des personnes, que ce soit le transport des biens et des marchandises. Donc, vous voyez que c'est l'ensemble des Camerounais qui vont payer ce prix-là. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire? L'État a besoin d'argent. C'est normal que l'État ait besoin d'argent pour payer ses fonctionnaires. Pour fonctionner de manière globale. La question qu'on doit se poser, c'est quand quelqu'un vous demande plus d'argent, parce que c'est ce que notre État est en train de faire, parce que c'est nous qui finançons l'État. Hein. Je ne sais pas si la plupart des Camerounais se rendent compte que quand une dame, c'est généralement les dames, qui vend de la tomate au marché, elle paye la place. La quittance. Elle paye la quittance pour pouvoir... c'est cet argent-là qu'elle paye qui entre dans les caisses de l'État et qui paye les fonctionnaires de l'État, mais aussi qui finance l'électricité, la route, l'eau, etc. La santé. Voilà. Donc, on doit se poser la question, quand quelqu'un vient pour vous demander plus d'argent, la chose naturelle, c'est de lui demander qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent que je vous ai d'abord donné. Et qu'est-ce que nous constatons avec notre État? Notre État a fait des mauvais choix avec notre argent, donc a fait des dépenses fantaisistes avec notre argent, pendant qu'il ne pouvait pas payer pour l'essentiel. Donc, par exemple, nous avons construit des très jolis stades pour la CAN, pendant qu'on ne pouvait pas payer les enseignants pour l'éducation. Ça n'a pas de sens. Bon, est-ce à dire qu'il fallait prioriser le paiement des enseignants à la construction des stades? Absolument. Toute la CAN, toute l'organisation de la CAN, qui est, ne me méprenez pas, organiser la CAN, c'est une très belle chose, mais c'est quelque chose de fantaisiste. C'est comme pour dans une famille, organiser une fête. Organiser une fête, c'est une très belle chose, mais il n'y a pas de retombées. On ne peut pas organiser la fête quand on n'a pas payé le loyer. On ne peut pas organiser la fête quand on n'a pas payé la scolarité des enfants. Alors, à vous comprendre, ça veut dire qu'il aurait fallu qu'on soit l'organisation de la CAN pour payer les enseignants. Pour régler un certain nombre de problèmes essentiels pour nous, qui sont essentiels pour notre économie et qui permettent de gagner plus d'argent pour que le jour où on a réellement de l'argent, on organise la fête. Donc, ça ne nous aurait rien coûté si on n'a pas organisé. Donc, si on organisait la CAN d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, rien n'aurait changé au Cameroun. En conclusion, la CAN 2021 n'a rien profité aux Camerounais, mais plutôt appauvri. Première chose, c'est qu'on a privilégié les dépenses fantaisistes sur des dépenses essentielles. Deuxième chose, c'est que en privilégiant ces dépenses fantaisistes, on a volé. Donc, nous, on a donné notre argent à l'État. Il faut rappeler que les résultats de ces enquêtes ne sont pas encore sortis. Et l'État a détourné. On n'a pas besoin que les résultats sortent. Il y a un monsieur qui est venu sur une de vos télévisions là, nous dire comment le sac de ciment qu'on vend à 4 ou 5 000 francs, que lui, il a facturé 17 000 francs pour ce sac de ciment. Donc, c'était justifié. On sait que ils ont volé une partie de cet argent. Pire encore, c'est que non seulement l'argent qu'on leur donne, ils font des dépenses fantaisistes et ils volent une partie pour leur poche, mais pire encore, ils nous endettent. Ils nous endettent. Donc, on a parlé de Covid. On a les fonds Covid. Là, vous avez dit que les enquêtes ne sont pas finies. Pour le Covid, les enquêtes sont finies. Et l'enquête démontre que vous avez pris 180 milliards
Et en regardant l'enquête, on peut estimer qu'environ 70% ont été volés, surfacturés, en tout cas détournés de l'objectif qui était de faire face au Covid et d'améliorer le système de santé. Alors, donc, vous nous avez endettés pour voler l'argent. Alors, vous savez ce que veut dire l'endettement? Quand ils disent maintenant que les caisses sont vides. Allez-y. Quand vous prenez l'argent du FMI, il faut le rembourser avec intérêt. Donc, aujourd'hui, le service de la dette au Cameroun, une des raisons pour lesquelles ils veulent nous presser, nous, maintenant, c'est pour payer les dettes et les intérêts des dettes qu'ils ont pris, l'argent avec lequel ils ont bu du champagne. On a vu, nous tous au Cameroun, on a vu des personnes qui sont d'ailleurs en prison pour détournement, aller au tribunal et boire du champagne, n'est-ce pas? Donc il y a un gaspillage qui n'a plus de nom, Alors, qui se fait avec notre argent. Et aujourd'hui, l'État nous dit serrer la ceinture. Et je vais finir avec ça. Quand l'État nous demande de serrer la ceinture, nous, les citoyens, nous, on est en droit de demander, ok, et vous, l'État, vous avez serré la ceinture à quel niveau? On constate que à l'heure où ils nous demandent de payer plus d'impôts, l'État du Cameroun continue à acheter des voitures. Ils achètent pour des milliards et des milliards de voitures chaque année. Comment est-ce possible? Alors, ils nous demandent de serrer la ceinture. Il y a des appels d'offres pour construire les clôtures des fonctionnaires à coût de quelques dizaines de millions. D'accord. À l'heure où ils nous demandent de serrer la ceinture, ils achètent les rideaux pour 200 millions de francs CFA. Donc, nous constatons que notre État a fait des mauvais choix dans la gestion de notre argent, a volé une bonne partie de notre argent, continue à gaspiller l'argent et demande à nous, les Camerounais, à la dame qui vend les tomates, qui arrive à peine à s'en sortir, que elle se serre la ceinture. C'est complètement inacceptable. Je vais vous poser maintenant cette question. Avec toute cette situation qui se passe actuellement au Cameroun, relative à la vie chère, avez-vous le sentiment que le président Paul Biya est au courant? Comment il pourrait ne pas être au courant? Peut-il être au courant et laisser faire? Je suis tellement surprise par la question. Hein. Vous êtes Camerounais, ça fait 40 ans qu'il laisse faire. Ça fait 40 ans. Cette situation ne s'est pas produite du jour au lendemain. Elle ne s'est pas produite depuis que Paul Biya est affaibli. C'est une situation qui se met en place depuis 40 ans. Alors, ça fait 40 ans qu'il laisse faire. D'accord. Avec cette situation qui devient de plus en plus difficile au Cameroun, que répondriez-vous à cette catégorie des Camerounais qui estiment que pour qu'il y ait une nette amélioration de la vie dans le pays, il faudrait qu'il se produise aussi des scénarios tels qu'en Guinée-Conakry, au Mali, au Burkina Faso récemment? Je veux parler ici des coups d'État. Que répondriez-vous à ces catégories des Camerounais? Je suis absolument contre le coup d'État. On ne peut pas remplacer, on est en dictature. Nous vivons dans une dictature. On ne peut pas remplacer la dictature par la dictature. Maintenant, là, ce que je dirais à ces personnes, c'est que il faut qu'il se produise ce qui s'est produit au Burkina, en Guinée, en Tunisie, en Algérie. Quoi? Le peuple qui dit ça suffit. Et nous, en tant que peuple, nous choisissons une autre voie. Nous choisissons une autre alternative. Parce que jusqu'ici, le Cameroun donne l'impression, les Camerounais donnent l'impression que ça va. Je peux vous dire que quand vous marchez à l'étranger, comme nous,
à faire du plaidoyer, à dire, écoutez, il faut mettre la pression pour que la guerre s'arrête dans le nord-ouest et le sud-ouest, pour que la gestion soit améliorée, etc. On vous dit, mais madame, voilà, vous plaignez tout le temps, mais nous, on voit les Camerounais, ils ont l'air d'être OK avec tout ça. Donc, la communication que nous, Camerounais, nous faisons au monde entier aujourd'hui, c'est que cette situation ne nous dérange pas. D'accord. Donc, il est important pour 2023 que les Camerounais expriment sans violence, mais avec détermination, que ça, le gaspillage de notre argent, les mauvais choix avec notre argent, la gestion qui ne nous permet pas de survivre est inacceptable pour nous. Alors, ça, c'est important. Alors, il y a cette autre actualité qui fait mouche, Eddie Kawala. Le chef de l'État, Paul Biya, a quelques jours fait don d'une unité de décortiquage céréalière d'une capacité de 40 tonnes par jour aux agriculteurs de la localité de Touroua, dans le nord du pays. Un fait qui, au-delà de sa nécessité, suscite interrogation. Alors, doit-on, dans un pays sérieux, parler d'un don du chef de l'État alors qu'il y a un ministère de l'Agriculture, qui a un budget alloué à ce genre de choses, à cette cause? Je dois vous dire, ce n'est pas le premier don du chef d'État. Hein. On utilise ce terme tout le temps pour parler d'un certain nombre de choses. Et je dois vous dire, je ne sais pas ce que ça veut dire. À mon avis, ça n'existe pas. Paul Biya a été fonctionnaire toute sa vie. Toute sa vie, il n'a jamais travaillé ailleurs que dans la fonction publique. Il prend l'argent pour nous donner, pour nous faire des dons. Il prend l'argent où? Peut-être son salaire. Pour nous faire des dons. Non, son salaire ne peut pas payer, même son salaire de 5 ans ne peut pas payer cette unité-là. Il prend l'argent où? C'est quoi le don de chef d'État? Ça n'existe pas. C'est des comment dire, le RDPC fait plein de choses qui sont insensées, qui n'ont pas de sens. Et le terme don du chef d'État, ça fait partie. D'accord. Maintenant, nous ancrons... C'est notre argent. C'est de l'argent du contribuable camerounais qui a payé pour cette unité. Il n'y a pas de don de chef d'État, ça n'existe pas. D'accord. Nous allons sortir de cette émission, mais en touchant le pan de votre parti politique, le Cameroun People's Party. Alors, Eddie Kawala, dites-nous, à quoi devrait s'attendre le peuple camerounais face au CPP en 2023? En 2023, le peuple camerounais doit s'attendre que le CPP renforce son message. Nous sommes sur ce message depuis 2014. Nous disons aux Camerounais que la seule issue pour le Cameroun, c'est la transition politique. Une transition politique menée par les Camerounais eux-mêmes. Pas un petit groupe ici ou un autre petit groupe là, mais par une masse critique des Camerounais. Êtes-vous favorable à une élection anticipée avant 2025? Non, ça n'a pas de sens. Aucune élection anticipée ou pas anticipée n'a de sens sous le régime Paul Biya. Ça n'a pas de sens. On est en dictature. On va faire quoi avec les élections? Vous allez aller aux élections. Les dernières personnes qui sont allées aux élections, ils sont à Kondengui, ils sont à Nouvelle. Vous avez dit que vous n'avez pas beaucoup vu le CPP. On s'occupe de ceux-là. On s'occupe de ceux qui sont en prison. On est avec les avocats tous les jours en train de se battre pour faire sortir les personnes qui ont été arrêtées. Nous avons eu 5 militants qui ont été arrêtés pendant 16 mois. Ils ont été en prison. On s'occupe de ces personnes-là. Aller aux élections, c'est quelle absurdité! Quelle absurdité! On ne peut pas faire la même chose depuis 40 ans. Et espérer une solution différente. On va aux élections, on sort là de la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Il y avait 32 sélections. Imaginez qu'on nous dit, l'équipe du Cameroun, allez jouer dans une Coupe du Monde où parmi les 32 sélections, il y a un. Tous les arbitres viennent du pays de cette sélection-là. Tous les linesmen viennent, viennent de ce pays-là. Le vendeur, la personne qui vend les tickets, ils viennent tous de ces pays-là. La FIFA,
bien, c'est ce pays-là qui nomme les personnes qui gèrent la FIFA. Est-ce qu'on va accepter d'aller à un tel match, à un tel tournoi? C'est ce qu'on fait quand on va aux élections au Cameroun. D'accord. Dites-nous, Eddie Kawala, qu'est devenu le Black Friday? Alors, les Fridays in Black, parce que c'est différent. Black Friday, c'est un concept américain de vente. Friday in Black, nous continuons les Friday in Black tous les vendredis depuis le 30 avril 2016. Les membres de Stand Up for Cameroun sont en noir. Pour nous rappeler nous-mêmes qu'on a un travail politique à faire. 2, pour communiquer. J'ai dit tout à l'heure que quand vous ne vous exprimez pas, ça veut dire que ça va. Le Friday in Black, c'est une opportunité pour les Camerounais de s'exprimer sans violence, tout simplement en portant son habit à soi pour dire ça ne va pas. Et ensuite, le Friday in Black nous permet à chaque fois qu'il y a une situation critique de mobiliser les Camerounais autour d'un concept qu'ils connaissent. Donc on a vu en 2020, en ce qui concernait Ngarbou, par exemple, on a pu mobiliser des masses de personnes pour le Friday in Black. D'accord. Après le massacre de Kumba, on a pu mobiliser des masses de personnes avec le Friday in Black. Donc le Friday in Black, c'est un outil de protestation non violente que nous continuons à utiliser et que nous invitons tous les Camerounais à rejoindre. D'accord, la technique nous signale déjà que nous avons consommé plus du temps imparti, mais on va quand même pas sortir sans vous poser cette autre question qui fait beaucoup d'actualité actuellement. C'est la visite du président du MRC au palais des Toudji, un fait qui essaie de faire sortir un peu de partout des commentaires appréciatifs et dépréciatifs. Vous, en tant que président de parti politique, quelle est l'appréciation que vous en faites? Écoutez, le MRC a sorti un communiqué pour dire que c'était une visite privée qu'il a fait. Donc, je n'ai pas de commentaires là-dessus. Je ne sais pas ce qu'il est parti faire là-bas. Je dirais tout simplement que je crois que c'était un peu naïf de penser que une figure politique de l'opposition camerounaise peut aller à la présidence comment dire, de manière privée. Je ne comprends pas. Sur le plan politique, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Parce que, quelle que soit la figure politique camerounaise, vous allez à la présidence, ça va fuiter, et 2, ça va poser beaucoup d'interrogations. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller à la présidence. On peut. C'est le palais de tous les Camerounais. On peut aller à la présidence. Je crois que quand on est une figure politique, on dit aux Camerounais, voici ce que je vais faire à la présidence. On part et quand on a fini, on rend compte aux Camerounais. Alors, on va sortir de l'émission et vous allez regarder vos caméras pour présenter le vœu que vous souhaitez réellement et la formule magique pour sortir de la crise anglophone qui perdure jusqu'à date. Alors, le vœu que j'ai pour tous les Camerounais, surtout ceux qui sont dans les zones de crise, et les zones de crise pour nous c'est toujours l'extrême nord, le sud-ouest et le nord-ouest en particulier. Le souhait que nous avons, c'est d'une transition politique pour le Cameroun, pour pouvoir enfin avoir un leadership, une gestion du Cameroun qui nous permet de sortir de ces crises en traitant les causes profondes. Nous invitons donc tous les Camerounais qui sont en dehors des zones de crise particulièrement, de se joindre à nous pour que nous arrivons à cette transition en 2023. Pour le bien-être de ceux qui sont en zone de crise, mais pour le bien-être des Camerounaises et des Camerounais tous ensemble. Merci. Merci à vous, Eddie Kawala, d'avoir répondu à toutes nos questions sur 7 minutes pour convaincre. Merci. Merci à tous les Camerounais et les Camerounaises, que l'année de 2023 soit l'année où nous prenons notre avenir en charge. Ah oui, l'année 2023, tous les Camerounais devraient prendre leur avenir en charge. C'est la raison pour laquelle Afrique Informe
a pour credo d'éveiller et d'égayer tous les Africains, où qu'ils soient, quoi qu'ils font et d'où qu'ils viennent. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous allons mettre un terme à cette dernière édition de 7 minutes pour convaincre pour le compte de l'année 2022 qui vous dit bye bye. Là, c'est les choses qu'on pouvait dire dans le cadre de cette autre édition. Toute la rédaction d'Afrique Informe se joint à moi pour vous dire bien de choses, les vœux les meilleurs pour l'année 2023. Que de bonnes choses à vous, portez-vous bien, à très bientôt.